On va enchaîner sur cette fameuse table ronde qui était annoncée sur le rôle du droit. À vrai dire, le rôle du droit, on en a parlé pendant tout le temps de ce séminaire, et on a dit déjà beaucoup de choses sur le rôle du droit. Alors, ce que j'avais imaginé, c'était d'interroger les juristes, d'abord dans des domaines particuliers du droit, sur hominisation, humanisation, alors dans des domaines du droit qui ne sont pas forcément aussi connus que le droit des procréations dont on a parlé ce matin, ou le droit pénal dont j'ai parlé, dont on a parlé à plusieurs reprises, mais des domaines comme le droit du travail ou le droit de l'immigration. Alors, pour cela, j'avais demandé à Alain Suppiot et à Daniel Lechac de préparer quelque chose qu'il va falloir sans doute raccourcir un peu. On va passer de 10 minutes à 5 minutes pour raisonner dans un domaine particulier du droit non évoqué jusqu'à présent. Et puis, le professeur Rodota interviendra, alors peut-être ensuite, parce que ses travaux rejoignent ceux de Marie-Angèle Hermite, mais par des biais différents sur le post-humain. Et je ne sais pas si on aura à conclure au bout de tout ça ou laisser la conclusion ouverte. En tout cas, on va essayer d'avancer de cette manière. Et j'ai noté la question de l'acceptabilité qui fait partie de l'inventaire des objectifs auxquels le droit devrait pouvoir tenter de répondre. De même que la distinction de l'humain et de l'inhumain, mais ça, on aura déjà des éléments dans les exposés, dans les propos d'Alain Suppiot et de Daniel Lechac. Lequel de vous deux commence ? Il faut juste que tu dises combien de temps, surtout. C'est combien de... Vas-y, tiens. Alain a déjà pris la parole, il continue alors. Alors, je vais essayer d'être très bref. Non, c'est pas attends. Allez, vous avez commencé, vous continuez. C'est 5 minutes, on va essayer de faire. Bon, alors la question du travail et du droit du travail est en effet cruciale sur ce sujet parce que c'est là que s'est produit le choc entre les conceptions de l'homme et l'arrivée de l'univers techno, ce qu'on peut appeler l'univers techno-industriel. Et cela n'empêche pas de rappeler, et là je cite Simone Weil, c'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que le travail est à la fois la soumission du monde à l'univers de nos représentations, à l'imagination, et la soumission de notre imaginaire au principe de réalité et au monde. Donc c'est par excellence un lieu de tension entre humanisation et déshumanisation. Vous savez que chez Aristote, il perçoit l'existence d'esclaves par nature qui, dit-il, sont aptes à être la chose d'un autre, car ils n'ont pas pleinement la raison en partage. Donc ils sont situés en quelque sorte entre l'homme et l'animal. Il disait que l'usage que nous faisons des esclaves ne s'écarte que peu de l'usage que nous faisons des animaux ou des outils. Donc il n'y a pas de rapport possible, ni de justice, ni d'amitié avec eux. Donc, ce qui conduisait d'ailleurs à la distinction entre le monde du travail, qui est commun avec les animaux, d'ailleurs le mot travail pendant longtemps, c'était aussi bien le travail des bêtes de somme que ceux des hommes sans qualification, mais dès qu'il y a une qualification, on parlait d'œuvres et des arts, les arts mécaniques, les arts libéraux. Bon. Alors, l'imaginaire moderne, lui, procède de deux sources. J'attache une grande importance à ce concept d'imaginaire parce que, contrairement aux oppositions qu'on a entendues entre le monde du droit ou les juristes, comme une métaphore tout à fait peu rigoureuse, parce que quand on parle des juristes, il y a le législateur, il y a la doctrine qui est elle-même partagée. Entre ce qui serait le monde du droit et le monde de la science et de la technique, ces deux mondes avancent de pair. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Baudin, sa théorie de la souveraineté, Descartes et l'ego. Il y a un lien entre Grotius et Laplace, disant qu'il n'a pas besoin de Dieu, il peut se passer de cette hypothèse, Grotius l'avait dit avant. Donc nous partageons le même type d'imaginaire qui modèle une certaine époque. Et l'imaginaire techno-industriel, c'est celui de la maîtrise, de l'homme-machine, et du modèle de l'horloge. L'Occident est la seule civilisation qui a installé des horloges dans ses objets d'adoration aux fidèles, comme la magnifique horloge à Strasbourg, par exemple. Ça, c'est une première source d'imaginaire moderne, l'homme-machine, modèle de l'horloge. Et le second, c'est le travail
marchandise dont Polanyi a montré la fiction nécessaire à l'émergence du capitalisme par rapport à l'histoire longue de l'économie de marché. Je crois qu'il faut rappeler l'importance ici de la distinction de Braudel entre l'économie de marché et le capitalisme qui n'en est qu'un des moments, c'est qu'on va traiter la nature, la terre, la monnaie et le travail humain comme des produits alors qu'ils ne sont pas des produits. Et donc c'est le propre de l'imaginaire occidental. Et là je ne peux pas résister, bien qu'ayant très peu de temps, à la tentation de faire parler Castoriadis, qui dit ceci: traiter un homme en chose ou en pur système mécanique n'est pas moins mais plus imaginaire que de prétendre voir en lui un hibou. Cela représente un autre degré d'enfoncement dans l'imaginaire, car non seulement la parenté réelle de l'homme avec un hibou est incomparablement plus grande qu'elle ne l'est avec une machine, mais aussi aucune société primitive n'a jamais appliqué aussi radicalement les conséquences de ces assimilations des hommes à autre chose que ne l'a fait l'industrie moderne de sa métaphore de l'homme automate. Les sociétés archaïques semblent toujours conserver une certaine duplicité dans ces assimilations. La société moderne les prend dans sa pratique au pied de la lettre de la façon la plus sauvage. Alors c'est contre cette interprétation sauvage qu'est né le droit du travail. C'est-à-dire, il est né pour faire en sorte que là où il y avait de l'impossible qui devenait possible, on substitue à l'impossible l'interdit. Je redonne un exemple très simple. L'invention de l'éclairage artificiel permet de faire travailler les êtres humains 24 heures sur 24. Donc il y avait avant une loi naturelle. Quand le soleil se couche, on ne peut plus travailler la terre. Du coup, c'est possible de travailler 24 heures sur 24. Le droit du travail, par la réglementation du temps de travail, vient faire renaître un nouvel écoumène qui est fondé sur le droit avec de nouveaux types de temporalité qui sont d'ailleurs aujourd'hui mis à l'épreuve. Autrement dit, le droit du travail participe de cet imaginaire, mais il le rend vivable, supportable. Alors, l'un des résultats de cette participation, c'est que l'effort du droit du travail n'a porté que sur les relations de travail et les questions de sécurité physique. Les questions, en revanche, de l'acte de travail en lui-même sont restées hors du champ juridique. Il y a eu un accord profond entre les grandes idéologies occidentales, libéralisme et communisme, pour considérer que l'acte de travail relevait du techno-scientifique. Vous connaissez la formule de Lénine disant qu'il faut organiser l'Union soviétique tout entière sur le modèle de Taylor. Donc, cette réflexion sur le travail lui-même a été abandonnée. D'où l'apparition du problème moderne, qui est le nôtre, et je vais terminer là-dessus, parce qu'à l'imaginaire de l'homme-machine, de l'homme-horloge, qu'a si magnifiquement mis en scène Chaplin dans les temps modernes, se substitue progressivement l'imaginaire de l'homme programmable porté par la cybernétique, c'est-à-dire l'homme ayant fabriqué un ordinateur se met à imaginer son propre cerveau à l'image de l'ordinateur, et M. Changeux nous a dit à quel point il était critique sur cette projection sur le cerveau du modèle cybernétique. Cela dit, c'est sur ce modèle que sont désormais réglés les modes d'organisation du travail, ce qui a donné l'apparition à des formes nouvelles d'inhumanité ou de déshumanisation. Jusqu'à la fin des années 80, le Code du travail français, et d'une façon générale les droits du travail occidentaux, ne se préoccupaient que de la sécurité physique au travail. Dans le monde industriel, on pouvait devenir abruti, ça Simone Veil dans son journal le dépeint abondamment, mais on ne risquait pas de devenir fou. Les premiers cas de suicide au travail sont repérés par la médecine du travail au début des années 90. Et la notion de santé mentale apparaît dans le Code du travail au début des années 90, et elle a été reconnue en 2010 par le BIT. C'est-à-dire que nous sommes face à un phénomène nouveau. Jusqu'à présent, on pensait que les institutions, ce qui permettait aux hommes de vivre, ce qui les tenait, les instituait au sens du mot instituteur, nous sommes désormais face à des institutions pathogènes, et donc il me semble que c'est l'un des chantiers actuels du droit du travail. J'espère avoir tenu en 5 minutes. Daniel, à ton tour. C'est vrai que c'est le premier qui donne toujours l'exemple. Donc je vais vous parler des étrangers. Alors si on se situe sur un temps très long, je dirais que la figure de l'étranger se dédouble un petit peu en deux. Il y a le barbare qui est rejeté du côté du non-humain, qui peut être tué ou réduit en esclavage, donc qui n'est pas vraiment un homme. Et puis il y a aussi la figure du métèque qui fait partie de l'humanité, simplement il appartient à une autre ville, à une autre culture. Alors plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ?
eh bien, il y a un moment où on a proclamé les droits naturels qui appartiennent à tous les hommes, et c'est notamment Vittoria qui nous dit que les Indiens aussi ont ces droits subjectifs, ces droits de l'homme. Ces progrès intellectuels, je dirais, de la pensée ont été quand même contrebalancés par la montée de la souveraineté des États. Et finalement, ce que nous dit pendant très 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 longtemps le droit international, le droit des gens, c'est qu'on ne peut pas priver les étrangers du minimum de traitement civilisé. Voilà, donc il faut effectivement les traiter comme des hommes, mais certainement pas comme des égaux. Alors, à cet égard, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui ? La nouveauté, c'est l'universalité des droits de l'homme. L'universalité des droits de l'homme qui est posée comme un principe et qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut prétendre que les étrangers ne peuvent pas jouir de l'ensemble des droits énoncés, notamment par la Déclaration de 1948. Et en même temps, pourtant, on constate aujourd'hui qu'il y a des atteintes aux droits des étrangers et des migrants qui nous renvoie à quelque chose qui est beaucoup moins sympathique. Alors, à cet égard, j'avais tenté, et j'ai repris un petit peu cette idée, de voir comment les idées de Hannah Arendt, puisqu'elle a été citée également hier, pouvaient nous aider sur deux plans. D'abord, ce qu'elle a dit sur la jouissance des droits de l'homme par les étrangers, et d'autre part, ce qu'elle a dit sur le phénomène des camps. Alors, en quelques mots, Hannah Arendt montre que l'incompatibilité entre l'État-nation et l'État de droit, c'est-à-dire l'État qui protège les droits de tous. Et elle dit que même le paradoxe, c'est la Révolution française qui en même temps proclame les droits de l'homme et proclame la souveraineté nationale. Et dit-elle, il y a un moment où la forme nationale de l'État entrave le plein épanouissement de l'État de droit, puisque les droits des étrangers ne seront pas protégés. Alors, à cet égard, son analyse n'est plus complètement vraie aujourd'hui, puisque justement, comme je l'ai évoqué, l'universalité des droits de l'homme est aujourd'hui comment dirais-je, affirmée et en partie garantie par des mécanismes de protection. En même temps, ce qu'on constate, c'est les résistances étatiques et avec les retombées de ce qu'on appelle joliment et de façon très euphémisée le contrôle des flux migratoires. Alors déjà, au niveau des États démocratiques, disons, on constate que si les étrangers jouissent en principe de toutes les libertés individuelles fondamentales, ces libertés sont soumises en pratique pour eux à des restrictions bien plus fortes que pour les nationaux. La liberté individuelle, le droit de ne pas être arbitrairement détenu, oui, bien sûr, mais quand même, il y a des centres de rétention, il y a des zones d'attente dans lesquelles il est inimaginable de passer des nationaux. La liberté de se marier, bien sûr, mais placée sous une telle surveillance policière à cause de l'obsession des mariages de complaisance que, de fait, un étranger sans papier a du mal à se marier. Le droit de vivre en famille de la même façon. Quant aux centaines de milliers de sans-papiers que produit la politique de fermeture des frontières, leurs droits sont nettement restreints, encore qu'il leur en reste quelques-uns, comme le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, mais souvent ils sont dans l'impossibilité d'exercer les droits qu'on leur a laissés parce que, en raison de leur clandestinité et de la crainte des contrôles. Mais ce que je voudrais surtout voir ici, parce que c'est quelque chose qui est finalement moins évident pour tous ceux qui n'ont pas, comme moi, le nez dans le guidon de la question migratoire, c'est cette question des camps. Je pense que les camps, l'enfermement des étrangers, bien au-delà des centres de rétention et de zones d'attente, encore que ça fait partie du phénomène, est aujourd'hui devenu un instrument de gestion des flux migratoires par l'ensemble des pays européens. Donc, vous pouvez les appeler comme vous voulez, des centres, tout ce que vous voulez, c'est quand même des lieux d'enfermement. Alors, il y en a qui sont relativement civilisés, qui sont relativement encadrés, encore que ces garanties ne sont pas très très solides. C'est les centres de rétention en France,
où les avocats peuvent quand même venir, les zones d'attente, il y a quand même un juge qui met plus ou moins son nez dedans, mais à côté de ça, vous avez d'autres formes de camps, des camps en Libye par exemple, pour ne pas la nommer, des camps à la frontière du Maroc et du Sahara, ou des zones qui ne sont pas des camps, mais où les gens sont obligés d'errer, comme les déserts, Ceuta et Melilla. Et ceci n'est pas indifférent, parce que si nos camps à nous sont relativement civilisés sur le territoire européen, en fait, ces camps qui sont ailleurs, c'est aussi la conséquence, et c'est voulu par les pays européens. Or, ces camps, et là aussi on peut se reporter aux analyses de Hannah Arendt, est-ce qu'ils ne fonctionnent pas un peu comme un élément d'exclusion et une dénégation d'humanité? De fait, ces camps, dont les fonctions sont variées, mais dont la fonction essentielle est de retenir les migrants en amont des frontières européennes, eh bien, ces camps, toutes ces formes d'enfermement, elles produisent des effets de déshumanisation, elles produisent des effets de mise à l'écart, de dénégation des droits, de coupure d'avec le reste du monde. Alors, faute de temps, je ne reprendrai pas les analyses de Hannah Arendt sur la fonction des camps. Elle-même, elle montrait qu'à côté des camps nazis, il y avait bien d'autres formes de camps qui n'avaient pas exactement les mêmes fonctions. Donc là, pour ne pas dépasser trop mon temps de parole, je conclurai donc en faisant remarquer que d'un côté, on ne peut pas assimiler ces camps dont je parle, où les hommes qui sont dedans, à des hommes en trop, à des humains superflus, au sens où le totalitarisme les avait désignés. Ces hommes sont en trop, tout simplement parce qu'ils sont trop nombreux et qu'on n'en veut pas chez nous. Donc, on ne peut pas assimiler à cet égard ces formes d'enfermement au camp du totalitarisme et au camp nazi. Mais en même temps, je dirais que si ces camps d'étrangers n'ont pas pour but de priver les migrants de leur humanité, c'est peut-être aussi parce que, contrairement à ce qui était le cas pour les opposants ou même les juifs détenus dans les camps nazis, ils ne sont peut-être pas des humains comme nous. Finalement, cette idée qu'on va les maintenir à distance, c'est finalement qu'on veut surtout qu'ils restent invisibles. Et la question, et ceci explique peut-être aussi l'indifférence de l'opinion occidentale. Les camps nazis, les camps totalitaires, ils ont pour fonction de montrer qui sont les ennemis du peuple. J'ai l'impression que ces camps-là, au contraire, c'est pour peut-être montrer à l'opinion qu'on fait quelque chose pour ne pas être envahi, mais c'est aussi parce que, et c'est le cas lorsqu'ils sont loin des frontières européennes, parce qu'on veut qu'ils restent invisibles, et l'opinion européenne, du coup, s'y montre assez indifférente, c'est le moins que l'on puisse dire. C'était un petit peu long, je m'excuse. Merci. Alors, on a évoqué différentes formes d'inhumanité. Monsieur Rodota va revenir sur la post-humanité pour dire quelques mots. Merci pour l'invitation à un séminaire si important. Je ne peux pas proposer une analyse, mais plutôt essayer de dresser une liste de problèmes. Je commence avec la référence à deux décisions du Bundesverfassungsgericht, de la Cour constitutionnelle allemande. 2006, la loi sur la sécurité aérienne qui permettait de détruire un avion soupçonné d'être en moyenne de terrorisme, même s'il y avait des passagers à bord. Inconstitutionnalité, je cite, parce qu'il y avait une dépersonnalisation et un effacement des droits fondamentaux de la personne. 2008, une loi du Land Nordrhein-Westphalia toujours pour problème de sécurité. Autorisation à la police de fouiller l'appareil automatique d'une personne sans aucune information préalable.
c'est-à-dire fouille électronique, par exemple, d'un PC. Déclaration d'inconstitutionnalité, pourquoi? Pas sur la base traditionnelle de la violation du droit fondamental à l'information, à la liberté, au secret de la correspondance, mais sur une base tout à fait différente. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle allemande proclame un nouveau droit fondamental à la confidentialité et l'intégrité de l'appareil automatique. Des qualités de l'humain, c'est-à-dire confidentialité et intégrité, sont transférées à l'appareil, à la machine. Vous voyez comment les droits peuvent constituer une nouvelle anthropologie. Il y a un continuum qui est établi entre l'homme et la machine. Ça, c'est un point très important parce que je crois, et c'est tout à fait évident, que le rôle que ce type d'approche va d'un côté fragiliser la distinction entre hominisation et humanisation parce qu'il nous sommes face à une nouvelle étape de l'évolution, et d'autre côté, il y a l'humanisation pour n'avoir pas une dépendance totale de la personne face à la machine. Le problème, c'est pas tout à fait nouveau. Vous savez bien que ce problème de comment l'homme va se confronter avec le monde des machines, le monde mécanique, c'est un ancien problème. Le professeur Suppiot a déjà fait référence à la discussion qui était très connue à l'époque de la Renaissance. La dignité évoque la grande oration de Pico della Mirandola, dans laquelle il y a des mots qui sont tout à fait intéressants de souligner aujourd'hui. L'homme fingit, fabricat et transformat se ipsum, c'est-à-dire il va fabriquer et transformer lui-même. Ce sont les mots que vous trouvez dans le Magnalia Naturae de Francis Bacon, et les mots et l'idée de transcender, d'une transcendance de soi-même. C'est un mot que vous trouvez dans la discussion avant du transhumanisme. Vous le trouvez dans Julian Huxley. Julian Huxley, on dit que c'est lui qui a inventé le mot transhumanisme, mais je disais au professeur Suppiot, quand il a fait référence à Dante, qu'il y a un vers dans la comédie où il va employer le mot transhumanar. C'est déjà l'idée d'aller au-delà de l'humain, par l'humain même. Alors ça, c'est un point très important. Après, vous avez Gunther Anders, etc. Mais le point capital, et c'était aussi une question pour Marie-Angèle Hermite, les droits dans cette dimension, face à une nouvelle anthropologie, qui est l'anthropologie qui a été décrite faisant référence au post-humain. Le post, c'est plutôt Hegel, je dois dire, que Kant. Alors, là, le droit devient la mesure du possible, mais pas du possible du point de vue technoscientifique. Vous savez bien, ce qui est possible du point de vue technique nous pose la question si tout ce qui est possible du point de vue technique soit en même temps socialement acceptable, juridiquement légitime, éthiquement admissible. Mais le problème, c'est la compatibilité. La compatibilité avec quoi? Très rapidement, je fais référence au principe de dignité. Le principe de dignité, dans la phase dernière de sa considération juridique, vous avez bien, c'est un principe issu
des drames de la première moitié du siècle passé, vous avez une séquence tout à fait évidente. Les procès aux médecins nazis à Nuremberg, 1946, soi-disant code de Nuremberg, centralité du consentement de la personne, déclaration de la dignité, constitution italienne 47, déclaration des Nations Unies 48, constitution allemande 49. Les premiers articles de cette constitution, la dignité humaine est inviolable. C'est-à-dire, et c'est les mêmes mots que vous trouvez au début de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 2000. C'est-à-dire, la personne ne peut pas être séparée de sa dignité. Alors, un problème, autodétermination. Je préfère ces mots à autonomie personnelle. Dans les projets et les programmes transhumanistes, il y a un continuum entre intervention sur soi-même et intervention sur la descendance. Je crois que cette association est trompeuse. On fait des distinctions. Je vais simplifier d'une façon horrible. En tout cas, l'autodétermination et ses effets sont très différents. Quand vous avez l'intervention sur soi-même, c'est-à-dire les effets se produisent simplement dans la sphère personnelle de la personne. Et le projet parental, la descendance, car vous allez intervenir sur d'autres personnes, sans qu'elles peuvent donner un consentement. Je crois qu'il y a un cas extrême très important. Vous connaissez peut-être le cas de 2 lesbiennes sourdes et muettes qui ont décidé d'avoir une fille avec la collaboration d'un ami, Amal, qui est aussi sourd et muet, et pour naître une fille qui est sourde et muette. Alors, il y a ce droit à l'autodétermination. Les transhumanistes, dans ce cas beaucoup plus Savulescu que Bostrom, mais les deux travaillent ensemble. Il y a aussi un livre sur le Human Enhancement. Il a dit que la choix, c'était possible et légitime. Peut l'autodétermination ou l'autonomie personnelle arriver jusqu'à ce point parce que ça signifie violation de la dignité si on entend la dignité comme l'effet qu'on ne peut pas être objet d'un pouvoir d'autrui. Ça, c'est un point très important dans la discussion sur la dignité. Mais je veux conclure faisant 3 références qui, aujourd'hui, sont très importantes. La première, le corps-machine a déjà été évoqué. La transformation de la personne en networked person, une personne continuellement en ligne, contrôlée par l'extérieur. Il y a des cas qui ont été aussi étudiés pour les travailleurs, l'obligation de porter un wearable computer pour être contrôlé à la distance par l'entrepreneur. Ça signifie un changement complet de l'identité et de l'anthropologie de la personne, qui devient une prothèse d'une technologie de contrôle à la distance. Premier cas. Deuxième problème, identité. Qui va aujourd'hui construire notre identité? La définition d'identité, vous savez bien, c'est très complexe. On disait « je suis celui que j'ai dit que je suis ». Et aujourd'hui, on dit « tu es ce qui Google disent que tu es ». C'est-à-dire, il y a une relation de plus en plus étroite entre la personne et ce qu'on peut appeler la société de l'algorithme. Il y a d'autres sujets, d'autres procédures, d'autres appareils, et je fais référence
surtout à l'autonomic computing, qui vont bâtir l'identité de la personne, même en dessous de la personne même, et sur une base simplement probabiliste. Alors, ça, c'est un autre problème de déshumanisation qu'il faut bien prendre en charge. Mais ici, il y a aussi un problème, et je vais terminer, un problème technique. Quelle est aujourd'hui la technique juridique qu'on peut utiliser? C'est le problème qui a été évoqué plusieurs fois par Mireille Delma-Marty, c'est-à-dire aller au-delà de la logique binaire, accepter sans réserve, interdire sans réserve. Ou, comme on dit sur une vague post-heideggerienne, les droits est tout à fait anéanti par la puissance de la technique. Mais quelles sont les techniques juridiques qui peuvent permettre d'approcher, je ne dis pas résoudre les problèmes. La technique a été déjà évoquée, c'est-à-dire une technique qui, en premier lieu, fait référence au principe, pas seulement au principe de dignité, principe d'égalité, parce que vous avez montré l'imagine de Memullins. Et Memullins a commenté la décision du tribunal arbitral du sport de Lausanne qui avait permis à notre athlète paralympique Oscar Pistorius de participer aux Jeux olympiques avec ses prothèses en titanium à la place de la partie inférieure de jambe. C'est un point très important parce que ce qui a été établi, c'est une nouvelle idée de normalité, c'est-à-dire une normalité artificielle, si on peut dire. Parce que le tribunal a dit qu'il n'y avait pas un avantage compétitif face aux athlètes normaux. Et Memullins avait commenté que cette décision ne disait pas seulement qu'il y avait un avantage, mais un droit. Un droit d'accéder à n'importe quelle technologie qui permet d'améliorer les prestations. Alors le problème ici, c'est un problème d'égalité. L'idée traditionnelle et la critique qui vient des associations de droit civil du risque du double standard de la société castale, ça c'est un problème très important. Vous ne pouvez pas simplement dire tout le monde peut accéder aux nouvelles opportunités de la technologie. Il y a un problème, c'est le vieux problème de l'égalité pour main formelle. Aujourd'hui, quels sont les moyens nécessaires pour accéder? Ce sont des ressources matérielles, ce sont des ressources culturelles. Alors, dans ces cas et dans ces cadres, je dois dire, les droits doivent répondre avec des principes qui peuvent être adaptés aux principes dignité, égalité en premier lieu, et adaptés aux différentes situations avec des techniques différentes. Les juges, certains types d'autorité, a été évoqué par le professeur Changer, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est-à-dire une agence beaucoup plus flexible de la législation traditionnelle. Le problème de la flexibilité, qui évoque, et sont mes derniers mots, la définition de la vie que nous a donnée Montaigne, un mouvement inégal, irrégulier, multiforme. C'est un défi au droit, que c'est un principe égal, uniforme et régulier. Alors nous sommes aujourd'hui confrontés à une nouvelle façon de regarder la vie et la construction surtout du corps, qui est le grand thème de la discussion contemporaine, et sans avoir en même temps des principes généraux, héritiers de la tradition, et la possibilité
avec l'autodétermination d'un côté et les nouvelles techniques juridiques de l'autre, de respecter les caractères de la vie comme Montaigne l'avait défini. Merci. Merci. Je crois que c'est une très belle conclusion et je vais ajouter très très peu de choses parce que beaucoup a été dit. L'idée de départ, et je crois que nous avons tenu le pari, c'était de dire le droit est fait pour prescrire. Avant de prescrire, il faut décrire. Et pendant la plus grande partie de séminaire, nous avons entendu des scientifiques nous décrire la réalité. Maintenant, on est au pied du mur. Si on veut tenir compte de ces descriptions qui aboutissent à la phrase de Montaigne d'une certaine manière, comment faire ? Quel peut être le rôle du droit ? Alors là, le rôle du droit, mais c'est quelque chose que je reprendrai dans mon dernier cours le 11 mai. Je vois le programme, en quelque sorte, comme la nécessité de reconstruire pour arriver à transformer les tensions hominisation-humanisation en interaction, puisque c'était ça l'objectif annoncé hier. Il faut reconstruire la relation humain-inhumain, et ça c'est un des points difficiles, qui implique en effet de penser en termes de logique pas seulement binaire, mais aussi de logique de gradation, de logique floue, pour traiter des questions comme le seuil d'acceptabilité. Il faut reconstruire la relation humain-non humain, et là aussi on voit apparaître l'idée d'une gradation, notamment pour l'animal, qui n'est ni personne ni chose. Et il faut, et je crois que c'est quelque chose d'important aussi, tenir compte non seulement de l'indétermination dont on a parlé à plusieurs reprises, qui serait une des caractéristiques de l'humain, et en même temps une leçon de modestie, je dirais, pour l'humain, mais il faut peut-être tenir compte aussi, quand on développe des principes de responsabilité face aux générations futures, face au monde non humain, reconnaître la finitude humaine. C'est Paul Ricoeur qui disait qu'on ne peut pas introduire des principes de responsabilité illimités. Il faut reconnaître la finitude humaine pour éviter d'entrer dans une culture de la peur. Et là, je crois que c'est important de s'inspirer dans Jonas quand il parle de principe de responsabilité, mais peut-être de le quitter ou prendre une certaine distance par rapport au risque d'introduire une culture de la peur qui serait la négation de l'ouverture qui fait l'humanité de l'homme. Alors je crois qu'on n'ira pas plus loin aujourd'hui, mais je voudrais remercier très très chaleureusement d'abord tous les intervenants qui ont éclairé le débat, l'ont rendu plus difficile, mais c'était ça l'objectif. Et puis remercier le public qui a accepté avec beaucoup de patience nos débordements d'horaire à plusieurs reprises, et donner rendez-vous à ceux qui le souhaitent le 11 mai pour mon dernier cours sur ces questions. Merci à tous. Merci beaucoup.